Retour à questions d'actualité sur les ondes de la Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Grande question que je vous pose, comment diriger un pays avec un gouvernement minoritaire par définition instable? C'est la question que se posent les troupes libérales de Justin Trudeau qui voient dans le nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh un allié naturel. Historiquement, il y a 3 modèles de collaboration à Ottawa, à la pièce, en alliance formelle ou en coalition. Mais peu importe la solution choisie, ce seront les provinces qui risqueront de voir leur autonomie réduite. Pierre Norris, étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM et chroniqueur, fait le point sur cette question. Bonjour Pierre. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Oui, je vais bien. Bon ben, merveilleux, au revoir. On parle d'un mariage entre Justin Trudeau et Jagmeet Singh? Oui, tout à fait. C'est une rumeur qui court depuis quelques semaines à l'effet que le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau et le nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh discuteraient d'une potentielle collaboration entre eux. On discute aussi de l'étendue de cette collaboration-là. Et ça viserait à empêcher la chute du gouvernement Trudeau, tout en mettant peut-être de l'avant certains aspects du programme du NPD. Ça, c'est à voir. Mais dans tous les cas, il reste que le Parti libéral, avec 160 députés, il lui manque 10 sièges pour avoir une majorité à la Chambre des communes. Et ce problème-là, le NPD semble disposé à le corriger. Le NPD possède 25 députés, donc il peut aider Justin Trudeau à se maintenir au pouvoir. Et vous l'avez mentionné, il y a plusieurs scénarios qui sont théoriquement possibles. Mais dans tous les cas, vous aviez nommé des ententes à la pièce, comme disons informelles, une alliance en bonne et due forme et une coalition. On reviendra peut-être un peu plus tard là-dessus. Dans tous les cas, les deux partis, les libéraux comme le NPD, ils ont laissé entendre cette semaine qu'une coalition formelle était exclue. Il faisait simplement qu'évaluer les moyens de faire fonctionner le Parlement, mais tous les deux intervenaient, ils envoyaient des députés dire ça, mais c'était toujours dans des formules un peu floues qui laissent encore place au doute. Donc, je pense qu'il pourrait être pertinent de clarifier un peu les choix qui s'offrent dans notre système politique aux partis politiques dans un contexte de gouvernement minoritaire. Puis d'autre part, je crois qu'il faudrait aussi voir ce que seraient les implications concrètes sur le Canada et sur le Québec en particulier d'une collaboration entre le NPD et les libéraux. Alors commençons par faire un zoom sur notre régime parlementaire à Ottawa. Qu'est-ce qu'il permet? Faut le. Quelle est sa configuration habituelle? Oui, tout à fait. C'est qu'on a au Canada, on le sait, le système de Westminster, qui est le système parlementaire britannique, et avec le même système électoral. Et ce système-là électoral au Canada, il a traditionnellement eu tendance à favoriser le bipartisme. Donc, la domination de la joute politique par 2 grands partis. Ici, ça a toujours été les libéraux et les conservateurs. Et il découle de ça, normalement, comme il y a simplement 2 grands partis, que la plupart des gouvernements sont majoritaires en Chambre. Ils ont la majorité des députés de leur côté à un seul parti, la majorité absolue. Mais là, il se passe autre chose lorsqu'il se met à y avoir plusieurs partis. Et plusieurs partis qui montent en importance, des tiers partis, et que ces partis-là, ils se mettent à faire des gains. Dans ce cas-là, les 2 grands partis, ils commencent à avoir de la difficulté à avoir à eux seuls une majorité parlementaire. Et ça, c'est une tendance. Ça déstabilise un gouvernement, mais c'est une tendance assez forte depuis 10-15 ans, non? Tout à fait, oui. Il y a la montée du NPD, mais l'arrivée du Bloc québécois aussi depuis le début des années 90 est venue brouiller les cartes. Il fut un temps où le Québec votait presque toujours pour le Parti libéral, sauf dans les années 80 avec Brian Mulroney où le Québec avait voté conservateur. Mais normalement, oui, le Québec allait toujours dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, avec le Bloc qui prend beaucoup de sièges au Québec, ça complique encore plus aussi la formation d'un gouvernement majoritaire. Et ça multiplie la probabilité, ça grossit la probabilité d'avoir des gouvernements minoritaires, ce qui est le cas depuis une bonne dizaine d'années au Canada, au moins. Alors, qu'est-ce que vous avez mentionné 3 solutions pour un gouvernement minoritaire qui veut rester en selle?
Oui, c'est ça. Généralement, dans notre système, il y a 3 solutions. La première, ce serait celle d'une série d'ententes ponctuelles ou à la pièce et à répétition. Donc, le parti qui forme un gouvernement minoritaire, ce qu'il ferait d'un vote à l'autre, pour tous les votes de confiance, c'est-à-dire les votes les votes par lesquels le gouvernement se met en danger, si on veut, et puis ça risquerait de déclencher des élections. Le gouvernement à la pièce sur ces votes-là et sur tous les projets de loi qui présenterait, irait négocier avec tel ou tel parti selon le vote pour obtenir son appui d'un vote à l'autre. Et traditionnellement, c'est cette voie-là qui a été privilégiée la plupart du temps au Canada, et ça autant au fédéral que dans les provinces. Et par contre, le problème, c'est qu'un gouvernement minoritaire dans cette situation-là, il ne dure pas très longtemps généralement. Là. C'est environ 1 an et demi, peut-être 2 ans s'il est chanceux. C'est ça, oui. Mais dans ce cas-là, c'est une situation comme celle-là fait qu'on retourne assez souvent en élection, ce que les citoyens n'ont pas nécessairement apprécié, en tout cas pas cette année. À la dernière élection, ça a été très clair que les citoyens ont fait entendre leur colère dans le fait qu'ils étaient un peu tannés des élections précipitées comme celle-là. Et donc la première solution, pour un gouvernement minoritaire, est de gouverner et de faire des alliances à la pièce selon selon les décisions, etc. La deuxième solution, ce serait quoi? On parlerait cette fois-là d'une alliance formelle entre le gouvernement minoritaire et un autre parti dans l'opposition. Il y a un terme en anglais qui est consacré, on parle d'un accord de confidence and supply. Confiance et fourniture? Ouais, on peut dire ça. Littéralement. Oui, c'est un terme qui vient du langage parlementaire britannique. Et par un accord de ce genre-là, il y a un parti d'opposition qui s'engage formellement et publiquement à appuyer le gouvernement lors des votes de confiance, lors des votes sur le budget ou sur certains votes jugés cruciaux. Donc, ce parti-là s'engage à maintenir le gouvernement en place. En retour, le gouvernement s'engage, lui aussi formellement, à mettre de l'avant des projets de loi qui sont tirés du programme du parti en question qui vient de l'appuyer. Et ces types d'accords-là au Canada, c'est plutôt rare, mais ça existe. Et la dernière fois que c'est arrivé au fédéral, c'était dans les années 70. Pierre-Éliott Trudeau du Parti libéral avait été réélu, mais avec un gouvernement minoritaire, et il avait passé un accord de ce type-là avec le NPD. Le gouvernement avait quand même duré seulement 2 ans, mais quand même, on avait assisté là à un accord formel, une alliance formelle entre le gouvernement et un parti. Donc, il y a 3 solutions pour un gouvernement minoritaire, Pierre Norris, qui vont par ordre croissant de contraintes. Justin Trudeau peut faire des alliances à la pièce. Il peut faire une alliance formelle qui sera plus contraignante et qui durerait plus longtemps, évidemment. Et la 3e solution, c'est quoi? Ce serait celle d'un gouvernement de coalition, c'est-à-dire que là, on verrait au moins 2 partis, peut-être plus, généralement 2, qui formeraient le gouvernement ensemble, c'est-à-dire qu'ils s'entendraient, ils se partageraient les ministères et ils signeraient un accord de programme gouvernemental commun jusqu'à la prochaine élection. Ça, il faut dire, c'est surtout une possibilité théorique dans le cas du Canada, parce que c'est une solution qui s'offre aux partis. Ça a déjà été discuté dans les années 2000. Si on se rappelle, il y avait eu des chicanes un peu là-dessus. Les libéraux, le NPD, qui pensaient faire une coalition contre les conservateurs de Harper. Ça n'avait pas abouti. Mais cette voie-là, en général, elle n'a pas vraiment été empruntée au niveau fédéral depuis la Confédération. Sauf peut-être pendant la Première Guerre mondiale, les conservateurs au pouvoir avec Borden avaient réussi à attirer dans le gouvernement une partie du caucus libéral, mais comme c'était pas le parti comme tel, c'est difficile de voir là-dedans une coalition formelle. Par contre, au niveau provincial, c'est déjà arrivé un peu plus qu'on voit des coalitions dans certaines provinces, mais là, ça remonte quand même à longtemps, en Ontario, en Colombie-Britannique, au Manitoba. Dans les années 90, par contre, il y a eu une coalition en Saskatchewan. Donc, au niveau provincial, ça existe un peu. Au fédéral, c'est très rare. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, les libéraux et le NPD ont tous les deux laissé entendre à peu près qu'une coalition de ce type-là, c'est exclu. Mais les 2 partis, ils discuteraient
peut-être plutôt de quelque chose qui est à mi-chemin entre les deux premières solutions. Mais dans tous les cas, il semble clair que tous les deux partis semblent vouloir collaborer davantage puis se rapprocher d'une manière ou d'une autre. Alors, il nous reste 10 minutes pour voir un peu l'avenir. Mais on sort d'une pandémie, si vous voulez, puis les finances publiques sont exsangues. Je veux dire, Trudeau a fait marcher la planche à billets à qui est mieux. C'est clairement où se situe le NPD là-dedans et comment est-ce qu'ils peuvent se marier là-dedans, dans ce contexte? En fait, c'est l'entente. Si mariage il doit y avoir, ces deux partis-là sont ceux qui sont tout désignés pour le faire. Le Parti libéral, depuis Justin Trudeau, il s'est clairement tassé vers la gauche. On se rappelle qu'en 2011, il y avait eu une montée du NPD, les libéraux ont été déclassés, mais en se tassant vers la gauche, les libéraux ont freiné cette montée-là du NPD. D'un coup sec, ils ont été reportés au pouvoir depuis 2015. Mais maintenant, les deux partis sont plus proches que jamais sur beaucoup d'enjeux. Le NPD va accuser les libéraux de surtout livrer des slogans plus que des résultats, mais ils sont quand même assez près l'un de l'autre et on peut dire que les libéraux et les néo-démocrates ils incarnent peut-être respectivement pour les libéraux, disons, la face réaliste et le NPD, disons, la face utopique du progressisme canadien. Et donc, je pense que le rapprochement de ces deux partis-là ne devrait pas nous surprendre. Oui. Alors, que disent, oui, que disent les conservateurs? Parce que eux sont carrément aux antipodes de cette idéologie. Tout à fait. Les conservateurs qui en ce moment forment l'opposition officielle, eux, ils s'inquiètent en ce moment et ils tirent la sonnette d'alarme. Et Erin O'Toole, qui pendant la campagne électorale avait paru vouloir aller au centre, se modérer, là, il vient de donner un coup de volant à droite en redonnant le dossier des finances publiques dans ce qu'on appelle son cabinet fantôme. Il a redonné ce dossier-là à Pierre Poilievre, qui est un député conservateur et qui est c'est un conservateur fiscal et c'est un tenant de la ligne dure en matière de gestion budgétaire et de défense du marché libre. Et là, les conservateurs, ils s'inquiètent des effets qu'aurait une coalition de gauche au Canada sur les finances publiques et sur l'économie, parce que ça va déjà pas très bien. On est encore dedans, mais on est dans une pandémie depuis mars 2020, mais depuis ce moment-là, les mesures de confinement et la fermeture des commerces qui ont été dits non essentiels, ça a eu un impact énorme sur l'économie et ça va se ressentir encore longtemps. Il y a plusieurs entreprises qui étaient déjà en manque de travailleurs, puis qui maintenant sont financièrement au bout du rouleau. Les chaînes d'approvisionnement sont en difficulté. Il y a des retards qui s'accumulent dans le déchargement des navires marchands. Mais encore plus, c'est que le gouvernement fédéral s'est lancé dans un endettement massif. Il a fait fonctionner la planche à billets de la Banque du Canada pour se financer. Donc, il a imprimé de l'argent. Ce que ça a pu provoquer, c'est une hausse de l'inflation à un niveau jamais vu depuis 20 ans. Et ça semble pas vouloir se calmer. Donc, alors, que disent les progressistes face à ça? Est-ce qu'ils veulent continuer à faire marcher la planche à billets ou pas? Oui, ce serait dans cette lignée-là. Le NPD trouve que les libéraux en ont pas fait assez. Donc, une entente, quelle qu'elle soit entre les deux, mènerait, oui, nécessairement à alimenter la hausse des dépenses publiques. Et non seulement ça risque de perpétuer et d'empirer la crise actuelle, ça peut aussi porter le gouvernement fédéral à étendre son emprise face aux provinces. Et là, ça nous amène dans sur un tout autre terrain. Mon Dieu, il nous reste 6 minutes, Pierre Norris. Donc, on parle de ce mariage éventuel. Selon quelle modalité on verra entre le Parti libéral du Canada et le nouveau Parti démocratique fédéral également. Et quand on dit progressiste à Ottawa, on sous-entend souvent, et je l'ai entendu, une perte d'autonomie des provinces. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça? Je crois que oui. Généralement, un parti progressiste a tendance à vouloir multiplier les politiques dites de justice sociale pour corriger les inégalités. Donc, il faut accroître l'État-providence. Mais une grande partie de ce qui est social relève, selon notre constitution, des provinces. Donc, si le fédéral se met à jouer là-dedans, on entre nécessairement là dans un conflit entre le gouvernement fédéral et les provinces, un conflit constitutionnel.
On se rappelle d'ailleurs, pendant l'élection fédérale, le premier ministre du Québec, François Legault, était sorti pour mettre en garde les Québécois à l'effet que le Parti libéral, le NPD et le Parti vert mettraient tous les trois en danger l'autonomie du Québec et qu'il vaudrait mieux donc voter pour le Bloc et pour le Parti conservateur. Bon, alors que les élections ont donné tort à François Legault. Ben, tout à fait, oui. Les deux partis, et le Bloc et les conservateurs, n'ont pas fait de gain au Québec, et les libéraux, ils sont encore premiers. Et là, le Bloc, c'est certes le troisième parti à la Chambre des communes, il a 32 sièges. Lui, il espère peser dans la balance pour favoriser le Québec. Mais là, les néo-démocrates ont suffisamment de députés pour que les libéraux puissent se passer du Bloc. Donc, ça, c'est un peu en train de jouer en défaveur du Bloc. Et là, il y a beaucoup de souverainistes et nationalistes là, qui doivent s'inquiéter parce que, bon, il y en a plusieurs là-dedans qui sont à gauche. Le souverainisme québécois, depuis les années 60, est beaucoup campé à gauche ou au centre-gauche. Et pour beaucoup de raisons comme ça, ils ont souvent tendance à être effrayés davantage par le Parti conservateur que par les libéraux ou le NPD. C'est la sale droite, c'est ça? Pardon? C'est la sale droite égoïste, capitaliste, exploitrice? Exact, oui, c'est de ça qu'on s'inquiète, mais je pense qu'avec ça, on confond l'accessoire pour l'essentiel. Comme je le disais, là, un parti fédéral progressiste, il va nécessairement s'attaquer à l'autonomie québécoise. Et c'est vers ça qu'on s'en va, non seulement Québec, mais aussi les autres provinces. Et là, ce qui est entendu, là, ils ont passé la dernière campagne fédérale, et les libéraux et le NPD, à promettre un paquet de choses dans les champs de compétences provinciales, que ce soit en santé, dans le logement, dans les soins aux aînés, dans les garderies. Donc, il faut s'attendre à des combats importants là, entre Ottawa et le gouvernement du Québec. Encore plus, c'est là si on va vers une entente entre les libéraux et le NPD. C'est intéressant ce que vous dites que beaucoup de nationalistes ou souverainistes québécois qui sont, depuis les années 60, ils ont confondu l'idée de peuple avec une idée d'orientation politique, alors qu'un peuple n'est ni à droite ni à gauche, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut quand même le comprendre. Il y avait à cette époque-là, l'État fédéral prenait de l'ampleur. C'est vrai. Il construisait son État provincial. Le Québec a voulu faire pareil pour éviter que le fédéral entre dans ses champs de compétences. Mais il y a eu des effets pervers à ça. Là. Justement, l'idée que beaucoup de souverainistes en sont venus peut-être à s'identifier davantage à la gauche qu'à l'essentiel, c'est-à-dire la souveraineté elle-même. Exact. Oui. Oui, alors, François Legault, dans tout ça, tôt ou tard, il va devoir les négocier avec Ottawa. Sa sortie dans la campagne électorale fédérale n'aura pas été oubliée. Sera-t-il pieds et poings liés ou, fort de sa popularité au Québec, il peut quand même faire des gains? C'est vrai que François Legault a un énorme taux de popularité au Québec, d'autant plus aussi qu'il va y avoir des élections québécoises à l'automne prochain. Effectivement. Par contre, je pense que Legault va sans doute décevoir beaucoup de nationalistes. On a souvent comparé depuis que la CAQ a été créée, on a beaucoup comparé Legault et la CAQ à l'Union nationale de Maurice Duplessis ou à Daniel Johnson-Père. Daniel Johnson-Père qui en son temps parlait d'égalité ou indépendance et il utilisait ça pour essayer de contraindre Ottawa à accepter une nouvelle constitution plus décentralisée qui reconnaîtrait le Québec. Mais dans les faits, je pense qu'on fait erreur de comparer François Legault et la CAQ à l'Union nationale. Je pense que au-delà des discours de François Legault sur la nation québécoise menacée, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de sérieux qui est vraiment prévu pour répliquer. Legault ne peut pas dire égalité ou indépendance. Ça fait des années qu'il exclut d'emblée l'indépendance. Et si Ottawa ne veut pas négocier l'égalité, que va faire François Legault? Moi, pardonnez-moi, mais François Legault me semble un renard. Il a mis la question de l'indépendance sur le rond arrière, sur la glace. L'a-t-il définitivement enterré ou est-ce qu'il peut la ressortir à la faveur d'une... C'est un homme d'affaires aussi. Un homme d'affaires, si vous voulez, épouse les contours des circonstances.
Il s'adapte. Tout à fait, c'est pas exclu. Et si on remonte dans les dernières années, si on fait un parallèle avec ce qu'il y a eu en Catalogne, à partir du moment où Madrid s'est attaqué à l'autonomie catalane, le gouvernement catalan, qui était un parti un peu semblable à la CAQ, de centre-droit, autonomiste, mais sans être indépendantiste, ils se sont virés de bord complètement et ils sont devenus indépendantistes. Donc, oui, il y a beaucoup de nationalistes québécois qui misent là-dessus, qui espèrent que la CAQ va faire ce virage-là. Les probabilités sont pas de zéro. C'est une possibilité qu'on peut espérer. Mais, en 30 secondes. Ouais, mais je suis quand même un peu, je dois dire, plus pessimiste par rapport à ça. On peut espérer que François Legault agisse en nationaliste conséquent si Ottawa refuse ses revendications. J'ai plutôt peur, par contre, qu'on voit en lui un nouveau Robert Bourassa qui ne saura pas vraiment répondre au nom d'Ottawa. Et donc, ce que je crois, c'est que François Legault, il va aller négocier avec Ottawa, certainement, mais peut-être sans avoir de bâton entre les mains pour se faire entendre. Merci Pierre Norris. À dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Oui, voilà, c'est la fin de notre émission. Demain, portrait de Sainte Élisabeth de la Trinité à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.